Il est très difficile, et au niveau d'un gouvernement, et encore plus au niveau international, de parler de choses différentes avec le même mot qui se dit orientation. Là, on a parlé des procédures d'affectation, des moments de transition dans la vie du jeune et dans la vie de l'adulte, et en même temps de cette capacité que chacun d'entre nous doit construire, cette pédagogie que nous essayons de mettre en œuvre, d'acquérir des compétences à faire des choix positifs. Bon, alors sans plus attendre, j'ai le plaisir de recevoir à cette table Madame Annalisa Canoni, qui est de la DGEAC, donc de la Direction Générale Éducation et Culture, et Monsieur Jean-François Lebrun, qui est de la DG Emploi. C'est pas sans... ça a un sens. On est sur de l'orientation tout au long de la vie désormais. On est à chaque fois dans la globalité de l'individu. On ne peut pas parler d'orientation de façon fracturée et fragmentée. Il nous faut pouvoir voir la globalité et l'ensemble du parcours de vie des élèves, des jeunes, puis des adultes. Alors, Monsieur Lebrun est un universitaire belge. Il va nous présenter quelques statistiques. Vous savez qu'on est passé de la stratégie de Lisbonne, qui date maintenant de l'année 2000, qui voulait qu'on avance en faisant du benchmarking, du parangonnage en français, c'est un mot très compliqué, de la comparaison, et puis qui fonctionnait avec la méthode ouverte de communication. Ça veut dire qu'on allait chercher des éléments dans les pays qui soient des éléments de comparabilité, ce qui est très compliqué parce que dès qu'on parle d'éducation, on est dans un système qui est structuré politiquement avec des contenus qui sont différents et l'orientation en plus est une notion, comme on a vu, qui est très très complexe, à la stratégie Europe 2020 qui, elle, définit des objectifs chiffrés et qui fait que l'Europe contraint maintenant désormais les pays membres qui l'ont voulu, qui l'ont souhaité, à avoir des résultats. Donc on est passé de l'un à l'autre. On a réussi entre-temps à construire ces outils de benchmark à partir d'entrées très précises. Alors on devait avoir M. Vuorinen à la table, qui est notre président sur le réseau européen des politiques d'orientation ELGPN, et c'est ce à quoi le réseau d'orientation européen s'attache aussi, à essayer de trouver qui finance l'orientation, comment c'est financé, comment sont formés les formateurs, tous ces éléments qui nous permettent petit à petit de définir mieux, de construire mieux et de progresser. Maintenant, je vais laisser la parole à nos intervenants. Je pense que c'est Monsieur Lebrun en premier. Merci tout d'abord de m'accueillir dans le cadre de votre congrès. Je crois qu'il est important peut-être de parler durant quelques minutes de l'environnement dans lequel s'exerce l'orientation éducative et professionnelle. En 2-3 mots, de savoir dans quelle pièce on joue. Or, les choses ont beaucoup changé, notamment depuis la crise économique. Et on est arrivé maintenant à ce qu'on appelle le cycle du semestre européen, qui est un cycle de gouvernance européenne, un cycle qui se construit de jour en jour, qui est basé sur des orientations communes, sur des programmes nationaux de réforme, sur des analyses par pays, sur des instruments préventifs mais aussi correctifs, sur des recommandations spécifiques par pays. Je m'arrêterai principalement sur cette notion qu'on appelle le CSR, Country Specific Recommendation, parce qu'on se rend compte qu'au niveau européen, une place importante doit être liée aux réformes et aux politiques nationales, notamment en lien à leurs différences. Je ne vais pas vous expliquer tout le tableau qui est là, mais simplement pour vous montrer qu'il y a beaucoup de domaines couverts par ces recommandations par État membre. Ça va des finances publiques au secteur financier, à la recherche et développement, à l'emploi et aux affaires sociales. Je me limiterai à 2 qui ont un intérêt plus particulier pour vous, ce qui se fait dans le domaine des politiques actives du marché du travail et ce qui se fait dans le domaine de l'éducation. Si on regarde les politiques actives du marché du travail et tous les services d'emploi, donc y compris les services d'orientation et de guidance, il y a toute une série de recommandations qui vont toutes, je dirais, plus ou moins dans le même sens. C'est d'être plus réactif,
d'être plus performants et capables de proposer des services individuels. Tous les États membres ne sont pas touchés par ces mesures, mais on trouve quand même un nombre non négligeable d'États membres pour lesquels des efforts sont demandés. Le deuxième concerne principalement l'éducation, où là, ce qui est mis en valeur, c'est réduire l'échec scolaire, qui est un des objectifs importants au niveau européen, puisqu'il vise à diminuer en dessous de 10%. Des systèmes éducatifs qui répondent mieux aux besoins du marché du travail, et avec un accent particulier sur ce qu'on appelle la garantie jeunesse, mais je vais y revenir plus en détail. Ces différentes mesures doivent notamment permettre de limiter les déséquilibres qu'on peut constater sur le marché du travail. Alors clairement, la formation, l'éducation, en termes quantitatifs et qualitatifs, peut être un des facteurs de ces déséquilibres, notamment à l'adresse des métiers les plus qualifiés, mais il y a également d'autres aspects tels que l'attractivité d'un secteur, tels qu'aussi que les conditions de travail dans un secteur. Ce qui est intéressant de constater aussi, c'est que nous ne faisons pas face aux mêmes possibilités dans le domaine de la formation continue. Je dirais en gros, dans les pays du nord de l'Europe, vous avez une chance sur 3 de pouvoir avoir une formation continue importante, vous permettant de vous requalifier. Dans les pays du sud de l'Europe, une chance peut-être sur 20, la moyenne étant une chance sur 10. Il y a là de grands enjeux que tous les pays commencent à prendre à bras-le-corps. Si mes informations sont bonnes, c'est un élément du débat entre les partenaires sociaux, notamment en France. Tout ça doit nous permettre d'éviter ce qui est peut-être une des pires choses au niveau de l'emploi et au niveau social, c'est l'évolution du chômage de longue durée, avec tous les phénomènes de perte de compétences, de perte non seulement de savoir-faire, mais aussi de savoir-être. Or, on constate, à part dans de rares pays, une augmentation importante du chômage de longue durée. Ça sera l'un des enjeux majeurs de demain. Mais il y a un autre problème qui est arrivé sur la table de tous les décideurs politiques, quel que soit leur niveau, et d'ailleurs de tous les intervenants qui travaillent dans la sphère de l'éducation et de l'emploi, c'est le chômage des jeunes. Vous voyez ici clairement que celui-ci a malheureusement explosé. Il a toujours été du double de celui des autres tranches d'âge, dû à la difficulté d'accéder au premier emploi, du manque d'expérience professionnelle, mais ça devient maintenant un problème de société quand on arrive à des taux de l'ordre de 25%, taux qui peuvent monter jusqu'à plus de 50% dans certains États membres, tels que la Grèce et l'Espagne. Mais on constate aussi que dans une série de pays, il n'y a pas de chômage des jeunes, ou très peu, qui sont parfois inférieurs à 10% ou même parfois proches de 5%. On trouve là à nouveau la pertinence de recommandations pays par pays. Mais si on regarde les jeunes, c'est un ensemble, et vous le savez certainement mieux que moi, relativement hétérogène. On peut au moins avoir 3 grandes catégories de jeunes, ceux qui ont les bonnes formations, et que là, je dirais actuellement, face à la crise économique, c'est des aides à l'orientation, à chercher un emploi plutôt, c'est développer des stages leur permettant d'acquérir une première formation, une première expérience plutôt. C'est la mobilité éventuellement géographique, oui. Il peut y avoir dans certains pays des demandes, et ça peut être pour ces jeunes une expérience professionnelle intéressante. Et bien sûr, de meilleures conditions économiques. Il y a ceux qui ont des qualifications, donc qui ont réussi un parcours scolaire, éducatif, mais peut-être pas le bon, pas celui où il y a des demandes. Là, il y a tout un travail de requalification, d'orientation pour ces nouvelles professions et peut-être aussi géographique. Mais ce qui est peut-être le plus inquiétant, c'est la dernière catégorie, celle, je dirais, de l'échec scolaire, celle des ninis, ou ceux qui ne sont pas en emploi, qui ne sont pas en formation, qui ne sont pas en stage, et qui sont des candidats rêvés pour le chômage de longue durée. Cette catégorie demande
un soutien important, des investissements parfois novateurs. C'est là l'un des accents de la garantie jeunesse. Ces jeunes, je dirais, qui sont ni en emploi, ni à l'éducation, ni en formation, représentent 12% actuellement. Donc on s'écarte de l'objectif communautaire. Mais il y a des pays où ça représente près de 20% des jeunes. La Bulgarie, l'Irlande, la Grèce, l'Espagne, l'Italie par exemple. Mais d'autres où on est proche de 5%. Danemark, Luxembourg, Pays-Bas, Autriche. Donc il y a moyen, preuve je dirais par rapport aux chiffres, de peut-être lutter contre ce fléau. Dans ce cadre, la Commission a proposé au Conseil un paquet de mesures pour donner une importance politique prioritaire à la lutte contre le chômage des jeunes. C'est, et je développerai un peu après, l'établissement de ce qu'on appelle une garantie jeunesse, dotée d'ailleurs de moyens financiers substantiels. C'est un cadre de qualité pour les stages, non pas uniquement envoyer les jeunes faire des photocopies ou préparer le café. C'est aussi une alliance pour tout le travail et l'éducation en apprentissage, permettant de développer cette forme qui a l'air de porter de bien meilleurs résultats que dans d'autres. De développer aussi la mobilité des jeunes travailleurs avec Your First OS Job, et aussi de partager connaissances, initiatives entre les États membres. Pour ce qui est de la garantie jeunesse, le Conseil recommande, donc se recommande à lui-même aussi, à tous les États membres, d'assurer que tous les jeunes de moins de 25 ans qui quittent l'école, qui sont sur le marché du travail, reçoivent une formation adaptée, reçoivent la possibilité de faire un stage ou un emploi. Donc d'avoir une activité, je dirais, concrète, qui les empêche d'être seuls, isolés, avec un accent particulier donc sur ceux qui ont quitté précocement l'école, sur ceux qui sont inactifs et qui n'ont pas de formation. Et l'important, c'est de pouvoir implémenter rapidement et de manière convenable cette garantie jeunesse. Il y a une série de principes de base qui sont derrière cette garantie jeunesse. La première, c'est de développer des partenariats, y compris les différents centres d'orientation et de guidance qui peuvent exister au niveau d'un État membre, y compris au niveau local et régional. C'est travailler aussi avec les partenaires sociaux, avec les services de l'emploi, avec les employeurs et le monde éducatif. C'est d'intervenir le plus tôt possible, on trouve là une notion du temps, c'est en principe moins de 4 mois. C'est d'avoir toutes les mesures qui permettent de soutenir cette intégration des jeunes, d'utiliser pleinement les moyens financiers qui existent. Il y a notamment le Fonds social européen, il y a les moyens supplémentaires accordés par l'initiative jeunesse, et bien sûr tous les budgets nationaux ou régionaux. Et de pouvoir aussi évaluer, améliorer en permanence ces différents outils qui vont être mis en place, et notamment en favorisant l'échange de bonnes pratiques. Et un investissement, je dirais en tout cas une implémentation rapide. Il y a à côté de ces éléments d'autres, et on peut en parler longtemps, mais je me limiterai à 2. L'une qui essayait de mettre en réseau les services publics de l'emploi, notamment Pôle emploi, mais avec d'autres partenaires européens, pour essayer de favoriser l'échange de bonnes pratiques, de mieux comprendre comment, dans tel pays, on a de meilleurs résultats, notamment dans la recherche d'emploi, dans l'orientation donnée par ces services publics de l'emploi. Et donc de pouvoir coopérer, d'apprendre mutuellement. D'ailleurs, la Commission fera en 2014 une proposition pour plus structurer, pour renforcer cette coopération entre les services publics de l'emploi. Et enfin, un sujet qui est toujours un sujet parfois de débat, qui est celui de la mobilité géographique. La mobilité géographique est un droit au niveau européen que chaque citoyen, que chaque travailleur, que chaque demandeur d'emploi doit pouvoir exercer, mais ce n'est pas une obligation, ce n'est qu'un élément
d'une solution possible. Et pour ce faire, il y a au niveau européen un réseau qui s'appelle EURES, qui permet de diffuser, d'échanger les offres et les demandes d'emploi, de pouvoir aider à l'échange d'informations sur les possibilités de travail à l'étranger. Ce réseau sera renouvelé incessamment sous peu, comme on dit, mais en tout cas aussi rapidement que possible. Le dernier point qui, je crois, est essentiel, c'est de se rappeler que nous devons agir ensemble, agir de manière aussi coopérative que possible, en un partenariat aussi large que possible. Je crois que certains accusent l'Union européenne d'être le bras politique du libéralisme, sous-jacent d'être un vecteur d'individualisme. Bien au contraire, l'Union européenne, c'est l'affirmation d'une vision et d'une action communautaire, du refus du nationalisme. Elle tend d'ailleurs à élargir notre périmètre de solidarité, qui n'est pas seulement familial ni local, mais qui se veut aussi au niveau européen. Merci. On va accueillir maintenant Madame Annalisa, j'ai perdu Canoni, j'ai perdu son nom de famille, qui, elle, va nous parler du décrochage scolaire ou de la persévérance, comme a dit le ministre tout à l'heure. Ça dépend de la façon dont on regarde notre planète. Et donc, elle est en charge, entre autres, du réseau européen ESL, Early School Leaving, qui essaye d'œuvrer le plus pragmatiquement possible pour pouvoir trouver des solutions pour résoudre cet énorme problème. À vous. Oui, bonjour. D'abord, je dois vous présenter les excuses de M. Delgado, qui est mon chef direct et qui aurait voulu être avec vous aujourd'hui, mais qui a été retenu à Bruxelles pour un autre engagement professionnel de la dernière minute. Et voilà, je vous transfère aussi ses vœux pour que la conférence puisse continuer et s'achever dans les meilleures conditions. Alors, moi, donc, je travaille dans la DG Éducation et Culture, donc mon point de vue, c'est forcément éducation. Je travaille dans l'unité responsable pour la politique scolaire et pour le programme Comenius. Alors, et notamment, je m'occupe de décrochage scolaire. Parler de politique européenne, de politique scolaire au niveau européen, c'est un grand mot. En fait, je rappelle en passant qu'il n'y a pas de politique, il n'y a pas de compétences de l'Union en ce domaine. On est là dans le domaine de la subsidiarité. C'est clair que tout ce qui concerne l'organisation des systèmes éducatifs relève de la compétence nationale, mais l'Union, elle a quand même une tâche, une responsabilité de soutenir l'action des États membres pour améliorer la qualité de leur système éducatif. Et c'est donc dans ce contexte-là qui s'inscrit notre action. Alors, la réduction du décrochage scolaire a été fixée parmi les objectifs clés de la stratégie européenne Europe 2020, stratégie pour une Europe intelligente, durable et inclusive, pour une croissance, intelligente, durable et inclusive. Pourquoi s'attacher au décrochage scolaire? Pourquoi ça a été reconnu comme un objectif crucial au niveau européen? Mais parce que, on le sait bien, le décrochage, il a des conséquences immenses au niveau personnel, mais au niveau aussi social et économique. On sait très bien, les statistiques les démontrent, que les possibilités pour un jeune décroché de ne pas trouver un travail ou d'avoir plutôt des conditions de travail précaires ou et donc de terminer dans une situation de pauvreté sont beaucoup plus élevées. Messieurs Lebrun vous a montré les statistiques du chômage des jeunes en 2012. Donc au niveau européen, on est sur une moyenne de 21,8%, il me semble, mais pour les décrocheurs, le pourcentage est pratiquement le double. Et c'est clair que la crise économique a eu un impact à ce niveau-là. Et bon, évidemment, il y a tout un cercle vicieux aussi de transmission de la pauvreté et du désavantage qui peut se traduire aussi dans les générations suivantes. Donc des coûts énormes
Et donc c'est pour cette raison que déjà en 2000, les États membres s'étaient donné comme objectif de réduire le taux de décrochage scolaire au niveau européen à 10%. Cet objectif n'ayant été atteint, il a été reconduit. Et donc voilà, l'objectif reste valable d'ici 2020. Alors, où nous en sommes actuellement? Actuellement, donc en 2012, là c'est des données du 2012, le pourcentage européen, la moyenne européenne du décrochage scolaire, c'est de 12,8%. Alors, j'ouvre une parenthèse, comment on définit décrochage scolaire au niveau européen? D'abord, rassurez-vous, il n'y a pas une définition européenne, on a une mesure. Donc, ce que vous voyez là, en fait, c'est une mesure, on a des statistiques, mais il n'y a pas une définition européenne parce que, forcément, il n'y a pas une définition unique. Le décrochage est défini différemment dans les différents États membres en fonction de l'organisation de leur système national. Dans certains pays, on fait référence au niveau d'enseignement obligatoire. Dans d'autres pays, voilà, c'est défini par tranche d'âge. Donc, au niveau européen, qu'est-ce qu'on a? On a une mesure. Donc, on mesure les jeunes qui ont entre 18 et 24 ans et qui n'ont pas de diplôme d'enseignement secondaire supérieur. ISCET 3, donc pour le langage technique. Donc là, c'est une moyenne, mais en fait, la situation dans les États, c'est une moyenne qui masque des différences assez importantes entre les États. Et si on regarde le graphique relatif toujours aux données en 2012, on voit qu'il y a effectivement des pays, donc si la ligne jaune est l'objectif européen, on voit bien qu'il y a des pays qui sont déjà en dessous de cet objectif, qui ont déjà atteint l'objectif, mais il y en a qui sont bien loin et qui sont vraiment très très loin. Alors, on n'est pas là pour stigmatiser des pays, pour accuser quoi que ce soit. Ces pays qui sont là sur la gauche, c'est des pays aussi qui ont commencé sur des pourcentages beaucoup plus élevés il y a 10 ans et qui ont quand même fait des progrès remarquables. Mais évidemment, on est encore loin de l'objectif européen. Le petit trait rouge, ce sont les objectifs nationaux. Donc, les pays se sont donné eux-mêmes des objectifs, parfois plus ambitieux, par rapport à l'objectif européen. Et vous voyez qu'il y en a effectivement qui l'ont déjà atteint et qui continuent quand même à lutter. Alors, en général, la tendance, c'est vers la baisse. Et donc, voilà, chouette, bonne nouvelle, on va peut-être atteindre l'objectif. Mauvaise nouvelle, oui, on va probablement l'atteindre au niveau européen. Mais si on regarde voilà, ce graphique-là, il y aura certainement des pays qui auront encore du chemin à faire, même après 2020. Et voilà, il ne faut pas oublier non plus que malgré les améliorations, il y a certains pays, surtout les grands pays, je ne fais pas des noms, où les choses ne bougent pas terriblement, donc ils ne sont peut-être pas très hauts dans la moyenne, mais voilà, il n'y a pas d'amélioration significative, en tout cas dans les dernières années. Alors, voilà. Quand on parle de décrochage scolaire, vous le savez mieux que moi, on parle d'un phénomène qui ne concerne pas uniquement l'école, c'est quelque chose qui se manifeste à l'école, évidemment. Enfin, à un moment donné, quelqu'un disparaît de l'école, du système éducatif, mais c'est quelque chose qui probablement a commencé beaucoup de temps avant, et que c'est souvent le résultat d'un processus de désengagement progressif qui commence probablement déjà à l'école primaire, avec des difficultés d'apprentissage, des difficultés scolaires, des échecs, et qui culmine effectivement à un moment bien précis à la décision de quitter l'école. Mais il y a tout un temps où cette décision se prépare, et c'est pour cela qu'il est important de pouvoir détecter des éventuels signes de symptômes, de désaffection, de désengagement qui pourraient se manifester. C'est pour cela que c'est important de pouvoir intervenir rapidement, sachant que quand même, c'est un problème complexe. Il n'y a pas un seul profil de décrocheur. Quand on parle de décrochage, on parle d'un phénomène qui a des causes multiples, et souvent, les facteurs qui produisent les décrochages s'enchaînent les uns avec les autres. Bon, si on regarde les statistiques, on voit clairement que dans le groupe des décrocheurs, il y a certains groupes qui sont plus touchés que les autres. Donc, c'est notamment des jeunes issus des milieux socio-économiques moins favorisés, de jeunes issus de l'immigration, les garçons plus que les filles. Mais il y a ces aspects-là qui sont très importants. Et donc,
le décrochage, il est souvent le résultat d'un processus de désavantages multiples, on pourrait dire. Donc, ce n'est pas uniquement à l'école de pouvoir résoudre ce problème, mais il faut vraiment une réponse collective. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau européen? Qu'est-ce qu'on a fait jusque-là? En 2011, déjà, il y a une recommandation du Conseil sur des politiques pour réduire le décrochage scolaire. Donc, on est là dans le domaine de la soft law, c'est une recommandation, c'est le maximum qu'on peut faire au niveau européen. Donc, recommander gentiment aux États membres de prendre des mesures. Bon, ce sont les États membres qui s'engagent là dans le Conseil. Donc, ils se sont engagés à quoi? À se doter de politiques globales contre le décrochage scolaire avant décembre 2012. Le seul problème est que dans la recommandation, il n'y avait pas d'obligation pour les États membres de reporter, s'ils avaient effectivement établi de telles politiques. Alors, la Commission, elle fait quand même, elle a des actions, des moyens de monitorer, et on sait effectivement que les choses sont en train de bouger. Il y a des pays qui sont effectivement dotés d'une stratégie globale pour s'attacher au problème, d'autres pays qui sont en train de développer des telles stratégies, mais voilà, la réponse n'est pas la même, n'est pas homogène dans tous les pays. Donc, politique globale, qu'est-ce que ça veut dire? Des politiques qui s'attachent donc au problème dans son entièreté et qui essayent vraiment de trouver le bon mix, le bon ensemble de mesures et qui englobent des mesures de prévention, des mesures d'intervention, des mesures de compensation. Si on regarde un peu, il y a eu déjà des études et des recherches qui ont été effectuées sur les politiques déjà développées par les États, évidemment, ça a déjà commencé, ça n'a pas commencé en 2011. On constate qu'il y a déjà pas mal de choses qui sont mises en place, qui ont été mises en place, mais c'est souvent des initiatives cloisonnées, isolées, plutôt dans le domaine de l'intervention ou plutôt de la compensation. Mais il y a très peu au niveau de la prévention. Alors, ce qu'on demande, c'est qu'on propose aux États membres, c'est vraiment d'avoir une approche globale où tous les aspects soient pris en compte et surtout une politique aussi qui soit fondée, et ça c'est le petit chapeau, sur des chiffres, sur des données claires. Ce qui se passe en Europe, c'est qu'à l'exception de quelques pays, on n'a pas de chiffres clairs sur le phénomène, on ne connaît pas combien de décrocheurs, on ne connaît pas bien pourquoi ils ont décroché. Donc il faut à la fois des données quantitatives, le chiffre, mais aussi qualitatif, savoir pourquoi ils ont quitté. Parce que les raisons, comme je disais tout à l'heure, peuvent être multiples. Ça peut être des raisons personnelles, des problèmes familiales, ça peut être des problèmes de santé, ça peut être aussi un problème plus général du système. Il y a dans nos systèmes éducatifs, il y a aussi des barrières, des mécanismes qui parfois favorisent le décrochage. Et je pense à des mécanismes de early tracking, de répétition d'années, etc. Donc, il y a tout ça, mais il faut le connaître, il faut le savoir. Donc, toute politique doit d'abord être fondée sur une connaissance approfondie, une compréhension approfondie de la problématique. Alors, je vais vite. Après la recommandation du 2011, donc il lançait quelque part la balle dans le corps des pays, l'Union a quand même continué dans son action de soutenir les pays. Donc, comment? Dans les cadres de la stratégie 2020, comme un collègue l'a rappelé, il y a ce cycle annuel, le semestre européen, dans lequel les pays sont invités à présenter leurs programmes nationaux de réforme qui sont analysés par la Commission et qui proposent après des recommandations spécifiques aux pays, s'il le faut. Et donc voilà, annuellement, il y a ce cycle qui permet effectivement d'adresser à certains pays des recommandations, et il y en a eu effectivement aussi dans le thème du décrochage scolaire. Il y a toute une série d'activités de peer learning, ce qu'on appelle d'apprentissage par le pair. En fait, déjà en décembre 2011, on a établi un groupe de travail sur le décrochage scolaire, composé de représentants des États membres, donc des ministères nationaux, ou régionales, selon la structure administrative de chaque pays, mais aussi de stakeholders, par exemple des représentants d'organisations des parents, des familles, des étudiants, des enseignants. Et le but étant, d'un côté, de favoriser un échange de pratiques
voir un peu ce qui se passe ailleurs pour avoir des bonnes idées, éventuellement appliquées chez nous, et aussi développer ensemble une réflexion. Comment on peut améliorer nos politiques au niveau national? Donc une réflexion sur c'est quoi une approche globale, c'est quoi, enfin, on dit comprehensive policy, c'est quoi cette approche, c'est quoi ces politiques globales? Et donc voilà, il y a eu tout ce travail qui se termine, disons qui arrive à un point intermédiaire, en ce sens que ce groupe a organisé plusieurs initiatives, des visites donc, dans certains pays, puis des peer reviews. Donc il y a eu au mois de mars à Bruxelles 8 pays qui ont présenté leur politique pour le contrôle des décrochages. Et donc cela a permis d'avoir plus d'éléments, plus d'informations sur ce qui se fait dans ces 8 pays. Et voilà, maintenant on arrive à la fin d'un cycle, il y aura un rapport final de ce groupe avec les conclusions, avec quelques messages clés aussi pour les politiciens. Le travail ne se termine pas entièrement, en ce sens qu'il sera quand même continué dans les cadres d'un nouveau groupe qui va s'attacher aux problématiques scolaires dans son ensemble, parce que finalement, parler des décrochages sans parler de par exemple de la profession d'enseignant, ça n'a pas de sens. Il y a des problématiques qui sont fort liées et donc il faut vraiment les attaquer de façon globale. Donc le travail continue. Le rapport est en train d'être finalisé. Il sera bientôt disponible sur le site internet de la DG Éducation et Culture. La Commission anime aussi le débat politique dans le cadre de réunions du Conseil d'éducation et dans les réunions du DG School, donc des directeurs généraux pour l'enseignement. Et bon, évidemment, il y a tout le volet aussi financement à travers les fonds structurels et le nouveau programme Erasmus+. Alors, en guise de conclusion, dans le travail, moi j'ai suivi directement le travail de ce groupe de travail. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas pu, pendant ces 2 ans, s'attacher à tous les aspects. On était parti en décembre avec un programme de travail très ambitieux, on voulait couvrir énormément d'aspects, et puis on en a couvert quelques-uns. Donc le débat, le travail reste ouvert, c'est clair, il y a encore des aspects qui doivent être abordés. Notamment, on a parlé de l'orientation, on a eu des exemples aussi intéressants, peut-être dans le panel, tout à l'heure je pourrais en parler, mais voilà, il y a un consensus que l'orientation au sens large, donc orientation dans des moments clés, déjà pendant la carrière scolaire, mais aussi dans les phases de transition de l'école au monde du travail. L'orientation, donc au sens large, est essentielle. C'est un des moyens, mais qui doit vraiment s'inscrire dans une politique plus globale et dans une logique de coopération. Voilà. Moi, je m'arrête là. Je pense que... Merci. On va accueillir Jean-Pierre Bélier avec nous à la table ronde. Avec vivacité également. Bon. Alors, cette table ronde, elle va poursuivre nos travaux et essayer de voir en quoi ou comment ou par quel mécanisme l'orientation influe dans la reprise des parcours et dans la garantie pour ces jeunes d'avoir une insertion qui soit la plus favorable possible. Je vais commencer par m'ancrer dans la réalité en vous racontant une petite histoire qui nous est revenue à Jean-Pierre et à moi lorsque nous en discutions hier. J'ai fait une partie de mes études à Montréal, au Québec, et je salue à nouveau nos amis québécois. Et c'était il y a bien longtemps, en 1988-89, et à l'époque, lorsque j'étais à Montréal, est passée la loi par le gouvernement québécois d'obligation de port de la ceinture de sécurité en voiture. En France, on avait eu ça l'année d'avant. Et en France, quand on nous a obligés à mettre la ceinture de sécurité, ça a été, dans les journaux, une explosion de « c'est une atteinte à notre liberté individuelle, on nous contraint, on nous oblige ». Mais comme c'est horrible, nous sommes des grands, nous sommes indépendants, c'est à nous de savoir si on a envie de se protéger ou pas. À Montréal, c'était tout l'inverse. C'était nous avons enfin un gouvernement qui se préoccupe de nous, qui se préoccupe de notre santé, de notre bien-être, qui nous protège. Voilà. Juste pour dire que ce point de vue, ces perspectives différentes en fonction de la culture, on les retrouve bien évidemment partout, on les retrouve dans la lutte contre le décrochage scolaire, rien que dans les mots, qui sont en train d'évoluer chez nous
où désormais on parle de persévérance, comme l'a rappelé tout à l'heure le ministre, alors qu'il n'y a pas si longtemps on parlait de décrocher, décrochage, on a dit non accroché à un moment donné, enfin en tout cas la faute en revenait à l'individu. Et puis, dans ces glissements linguistiques sémantiques, il y a aussi le fait dans le financement, jusqu'à présent, les politiques de lutte contre le décrochage ou de prise en compte de la capacité à s'orienter faisaient partie des dépenses. On parlait toujours, ah là là, est-ce que c'est des dépenses qu'il faut ou pas faire? Maintenant, on parle d'investissement. On investit dans le futur de nos jeunes. Donc ma première question qui s'adresse à l'ensemble de nos invités, ou à l'un plus en particulier, peut-être Monsieur Lebrun, c'est cette question enfin je dis, mais vous choisissez, de la liberté pour l'individu de se décider à reprendre des études, à faire une formation, à se lever le matin, à aller à l'école. Est-ce qu'on est dans la contrainte de la société? Est-ce qu'il faut punir les élèves qui ne vont pas à l'école? Comment est-ce qu'on peut réparer ces élèves et ces jeunes? Et qu'est-ce qui appartient à une société de mettre en place pour être les meilleurs accompagnants possibles? Je vais le formuler comme ça. Merci pour votre question qui est éminemment simple, évidente même. Je crois que la première chose peut-être, c'est que liberté ne signifie pas individualisme. La liberté se conçoit dans la vie en société. Et que donc il y a des conditions à une vie commune harmonieuse. Moi je me rappelle, on me disait avant, ma liberté s'arrête où celle des autres commence. Je crois que c'est une réalité. Et même dans le jargon communautaire, la liberté se traduit par le terme subsidiarité. Les niveaux de compétences répartis entre la partie de l'Union et la partie notamment nationale. Mais que pour une progression harmonieuse de cette Union, il faut entreprendre des réformes au niveau national. C'est d'ailleurs tout l'objet de ce que je présentais tout à l'heure comme le semestre européen. Et l'union économique et monétaire est peut-être le parfait exemple de ce paradigme entre liberté individuelle et besoin ou conditions à une vie commune. Et on a d'ailleurs passé, c'est intéressant, à un système parfois purement préventif au niveau politique. On disait, bah là, il y a des réformes à entreprendre, il n'y a pas nécessairement de suivi. Maintenant, on est devenu un système un peu plus contraignant, où il y a des outils pour contraindre les États membres à faire une série de réformes. Donc on arrive à l'obligation du port de la ceinture de sécurité dans certains cas. Mais ce qui est valable ici, je dirais, en termes de politique, c'est aussi valable au niveau notamment des jeunes, où l'élément n'est pas uniquement la punition, comme ce n'est pas au niveau communautaire uniquement la correction des mécanismes, d'apporter un soutien, de pouvoir permettre cette progression. Et là, ce sont tous les outils, notamment ceux que vous utilisez, ceux aussi de la politique active du marché du travail, mais ceux plus généralement du monde de l'éducation et de la formation, de pouvoir accompagner et soutenir un jeune dans sa progression. Mais c'est une exigence au niveau de la société, parce qu'on a besoin que ce jeune puisse s'intégrer, et on considère jusqu'à présent qu'une des meilleures formes d'intégration, c'est le travail. En sachant qu'il n'y a pas que le travail, le logement, la santé sont d'autres éléments qui sont indispensables à l'intégration, y compris la famille aussi comme étant un des intervenants. Mais en tout cas, liberté, oui, mais la liberté présume, ou en tout cas a un corollaire qui est une série de conditions à son exercice. Merci. Bonjour. Pour aller dans le sens du début de réponse de M. Lebrun, et c'est dans son propos que m'est apparue cette question qui est cruciale et qui touche bien entendu tous les professionnels de l'orientation que nous sommes, c'est finalement de savoir sur qui pèse la charge de la preuve.
Lorsqu'on aborde la problématique du chômage de longue durée, quand on aborde la problématique des erreurs ou de l'orientation subie, comme l'a évoqué la ministre, lorsqu'on aborde la question du décrochage, il semble qu'on a en général tendance à oublier que depuis de nombreuses années, nos systèmes évoluent au gré de phénomènes qui ne sont pas forcément bien contrôlés. C'est-à-dire qu'on a parfois tendance à mettre le balancier du côté de la charge de la preuve sur le collectif, à savoir que c'est le collectif dont on a souvent du mal à définir les contours, qui doit réparer en quelque sorte des problématiques qui sont d'ordre socio-économique, pour faire vite. Et puis, à d'autres moments, on le voit bien, y compris dans les politiques qui sont menées en France, la charge de la preuve a tendance à se retourner vers l'individu en disant que c'est finalement à lui de prendre en charge les difficultés qu'il rencontre du fait de problèmes structurels. Et ça m'amène, mais ça va peut-être amener le débat, et je serai là tenter de me retourner vers nos deux intervenants, ça m'amène à poser la question de la liberté du temps qu'on peut accorder à un individu, à un sujet, qu'il soit en situation le conduisant vers une sortie positive d'une problématique rencontrée, ou au contraire qu'il soit en situation de difficulté, du temps qu'on doit lui accorder pour mûrir en quelque sorte, pour maturer, lui permettre de faire maturer un processus complexe. Juste une parenthèse sur le décrochage, moi j'ai quand même le sentiment, on est dans une assemblée de conseillers d'orientation psychologues, j'ai toujours le sentiment qu'on oublie juste une donnée qui est objective, qui est celle de la problématique à laquelle l'adolescent ordinaire est confronté. C'est-à-dire cette espèce de contradiction entre la maturité, qui est sa maturité physique, et très souvent intellectuelle et affective, et puis la relation de dépendance que nos organisations lui imposent d'une certaine manière, parce que pas d'autonomie financière, parce que nécessité de prolonger l'enfance, c'est ce qu'on appelle l'adolescence, le plus longtemps possible avant l'accès à l'entrée dans la vie active qui, en quelque sorte, symbolisera son autonomie. Et dans ces conditions-là, la lutte contre le décrochage revêt parfois l'aspect d'une espèce de course contre la montre, sans vraiment tenir compte des dynamiques individuelles et des dynamiques dont tous les adolescents, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur situation, sont structurellement porteurs. Même si on sait très bien, et vous l'avez dit, madame, que dans certaines conditions de dégradation sociale, économique, du fait de la précarité de l'emploi, du fait des difficultés d'intégration socio-ethnique, pour faire vite, ces difficultés-là, sont potentialisées. Mais voilà, moi, je ne peux que m'interroger et que me retourner vers vous, qui réfléchissez dans vos hauts lieux, sur le facteur temps, sur le facteur qui fait que, d'une certaine manière, il est quelquefois nécessaire à un jeune, même à un adulte, de vivre ce temps d'hésitation, ce temps d'incertitude, ce temps d'interrogation, parce que ce sera pour lui peut-être la meilleure façon de rebondir, et qu'il est parfois contre-productif de dire que nous devons immédiatement trouver la réponse à son problème, comme si son problème n'était uniquement d'ordre conjoncturel. Donc je me tourne vers vous. Oui, voilà. Si vous permettez. Oui.
Mais à mon tour, je n'ai pas de réponse, j'ai des questions. Je vois aussi le risque, quand on parle d'orientation, de mettre la charge de la preuve sur les jeunes et donc voilà, quelque part de le rendre responsable du fait d'avoir abandonné et d'être en état de chômage. Le chômage n'est pas la faute du jeune, il y a des problèmes structurels auxquels il faut s'attaquer, mais évidemment il y a de problèmes au niveau socio-économique, évidemment du système socio-économique, mais aussi au niveau du système scolaire. C'est vrai, il faut une maturation, il faut tenir compte de tout ça. Je trouve qu'il faut avoir une vision large, il faut vraiment une vision globale sur la personne et un accompagnement qui tienne vraiment compte de tout le parcours de vie de la personne. Alors quand on parle de décrocheurs, on parle d'un public spécial, d'un public en général fragilisé. C'est des jeunes, comme je disais, déjà issus très souvent des milieux pas faciles, avec des problèmes familiaux et des problèmes qui s'enchaînent, qui s'accumulent les uns sur les autres. Et donc, un public qui n'est pas facile à atteindre, un public aussi qui, parfois, on doit vraiment aller chercher physiquement chez eux, et pour lesquels il faut tout un travail aussi de reconstruction de l'identité de soi, de la confiance en soi. C'est des gens qui ont toute une histoire d'échecs qui cumulés, pas uniquement dans le domaine scolaire. Donc c'est vrai que c'est un travail très intensif qui demande aussi beaucoup d'engagement sur le plan individuel et vraiment une présence, une prise en charge presque individuelle. Moi je sais qu'il y a dans certains pays, ça se fait, c'est des services d'orientation qui vont sur place, qui vont vraiment carrément envoient des SNS ou vont chercher sur place à la maison les enfants. Et il y a aussi parfois un travail aussi de reconstruction d'un minimum de règles sociales, de comportement social, voilà, se lever à l'heure, se présenter à l'heure, à l'école, etc. Donc c'est des problèmes complexes, mais qui demandent aussi une réponse globale. Donc voilà, orientation, c'est une réponse, mais c'est toujours en partenariat, dans une vision de partenariat avec tous les acteurs. Donc que ce soit les services sociaux ou des organisations qui s'occupent des jeunes. Voilà, ça c'est un peu mon point de vue. Merci. Est-ce que je me tourne vers Véronique? Oui, j'avais juste tu m'as volé ma question, merci. Notre chercheuse sur le décrochage scolaire, une des plus reconnues, réputées en France, qui a participé aux Journées de l'innovation à Paris où certains d'entre vous étaient présents, Marie Durubella, pour la nommer, elle pense le jeune comme une pelote de bouts de ficelle, en disant que petit à petit, se détacher de l'école, c'est perdre des petits bouts. Alors on va perdre l'habitude de se lever le matin, on va perdre l'obligation de la société portée par notre société pour aller à l'école, puis l'obligation portée par les parents, enfin les interdits. On va perdre le fait d'aller à la cantine, on va perdre le fait de se faire évaluer par les enseignants, puis le fait de faire ses devoirs à la maison. Et puis petit à petit, on va perdre son identité d'élève jusqu'à se perdre complètement. Et ce que va permettre la politique de la garantie jeune, c'est justement de laisser ce temps de reconstruction à l'individu, un temps long qui va permettre petit à petit de recoller les petits bouts de ficelle pour refaire la pelote. Voilà, j'aime bien cette image, c'est pour ça que je voulais vous en faire part. Évidemment, le temps du jeune face au temps de l'institution, face au temps des institutions, parce que quand on a des jeunes qui sont dans les services de justice ou qui sont des jeunes avec des problématiques spécifiques de type déménagement, de type de santé, tous nos ados en situation de handicap, ça complexifie l'ensemble de la notion de temps et de cette gestion. Et je vais recéder la parole à Jean-Pierre s'il avait d'autres questions. Oui. Moi, j'en ai encore, j'en ai encore plein. Mais... D'accord. C'est le principe d'une table ronde. Après, on ne va plus avoir le temps. Mais là encore, je m'interrogeais sur la contribution de notre collègue à ma droite. J'ai le sentiment qu'elle faisait une relation de cause à effet qui est statistiquement, malgré tout, discutable entre décrochage scolaire et niveau socio-culturel.
ou appartenance à une catégorie socio-professionnelle, pardon. Dans les propos communément admis, il est régulièrement fait état du fait que finalement les décrocheurs appartiennent à des CSP défavorisés, connaissant des difficultés sociales, économiques dans les familles qui les conduisent inexorablement vers un comportement de fuite vis-à-vis de l'institution scolaire et à une orientation subie, comme l'a dit ma ministre tout à l'heure. Moi, je me suis toujours posé des questions dans d'autres termes. Et lorsque j'étais chargé de ce dossier auprès d'autres ministres, je leur posais aussi, je dois reconnaître que je n'ai pas forcément de réponse très, très recevable de mon point de vue. Mais le décrochage scolaire, est-ce que c'est la résultante d'un échec ou est-ce que c'est la résultante d'une résignation, d'une certaine manière? Est-ce que finalement les décrocheurs que l'on rencontre, et ça impacte bien évidemment la question de Véronique sur le temps nécessaire pour, je veux dire, remonter le fil, renouer le fil, pour reprendre sa métaphore, est-ce que ce temps-là n'est pas proportionnel au degré de résignation que les jeunes en situation de décrochage connaissent? Et cette résignation scolaire, il faut bien comprendre qu'elle a une origine dès la scolarité du premier degré. Autant on voit en France une école maternelle qui sait plutôt, je veux dire, encourager les jeunes, positiver, les mettre en situation proactive, systématiquement valoriser leur production et traiter l'échec qu'ils peuvent rencontrer ou la difficulté qu'ils peuvent rencontrer de manière suffisamment empathique pour éviter un quelconque traumatisme, on se rend compte que dès l'école primaire, dès le premier degré, c'est là que les premiers symptômes de démotivation apparaissent. En fait, le décrochage, il trouve sa source quelquefois, très souvent, dans l'école primaire et dans les premières difficultés qui apparaissent chez les jeunes à l'école primaire. Et là, à l'école primaire, on fait le constat, les psychologues scolaires vous le diraient mieux que moi, que cette difficulté ne touche pas uniquement les jeunes des CSP les plus défavorisés. Ce problème-là va toucher indifféremment, impacter différemment des jeunes de tous horizons. Et en fait, les causes sont diverses. Il y a une primauté du cognitif qui apparaît de manière essentielle dans le premier degré. Il y a l'apparition des évaluations normatives qui, tout ça vont générer chez un certain nombre de jeunes des processus de repli et engendrer une forme de résignation. Et plus on avance dans la scolarité, et plus ce constat devient flagrant. Alors chez les jeunes qui bénéficient d'une attente ou d'un accompagnement individuel ou familial, je dirais, suffisamment bon, pour paraphraser un célèbre psychanalyste, le symptôme va être enfoui et ils vont malgré tout continuer une scolarité à peu près normale. Ils ne seront pas décrocheurs. En revanche, ceux chez qui l'environnement familial ou économique ou social n'est pas favorable, on va constater bien évidemment une forte dégradation qui va aboutir au décrochage scolaire. Mais il ne faut surtout pas faire une impasse sur ces dimensions qui sont des dimensions qui ne sont pas réductibles à une analyse factuelle et statistique. Tout ça relève d'un processus
Et c'est vraiment sur ce processus que l'orientation, les conseillers d'orientation psychologues, alors du point de vue de l'institution éducation nationale, ont un rôle prépondérant à jouer. On y viendra certainement tout à l'heure dans notre aparté franchouillard. Mais c'est là, bien évidemment, qu'ils ont un rôle déterminant, justement, dans la prise en compte de cette, vous l'avez évoqué tout à l'heure, madame, cette pluralité ou multiplicité de facteurs. Facteurs endogènes, facteurs exogènes, et dans les facteurs exogènes, il y a des facteurs scolaires. Monsieur Lebrun souhaitait compléter. Je voudrais me permettre de compléter ce que vous avez dit par rapport à la résignation. Certes, mais aussi il y a l'élément de stigmatisation. Et je crois que, si, pour reprendre l'exemple de la ceinture de sécurité entre le Canada et la France, je vais commencer par regarder ce qui se passe dans le domaine de la faillite. Vous avez une faillite en France, vous allez être stigmatisé comme un mauvais gestionnaire. Vous avez une faillite aux États-Unis, ça va être perçu comme une expérience positive et les banques vont vous ouvrir plus facilement leur capacité de crédit. On fait face à la même problématique ici, cette incapacité de la pédagogie par l'échec. L'échec au niveau scolaire est une stigmatisation, un phénomène de résignation. Comment est-ce qu'il y a moyen de positiver et de redonner un sens à la pédagogie et à l'échec? Deuxième point, quand vous parlez de temps d'incertitude, oui, mais on est aussi dans une société où les changements sont rapides, deviennent permanents. Donc on va devoir aussi penser non pas à un temps d'incertitude, le temps éventuellement de l'adolescence, mais un temps, je dirais, de changement qui va devenir permanent. D'où l'importance de l'orientation, je dirais, continue, des formations professionnelles continues, parce que le métier que je fais aujourd'hui, je ne suis pas sûr de le faire encore dans 10 ans, parce que ce métier aurait pu totalement disparaître. Donc on fait face aussi à cet élément complémentaire qui complexifie votre métier, qui est celui du changement. Et je crois que ce sont des éléments à prendre en compte. En tout cas, un dernier élément à prendre en compte en termes de politique, en tout cas de l'emploi. Quand on arrive au chômage de longue durée, donc 1 an de chômage, on tombe dans des problématiques beaucoup plus complexes, qu'il est coûteux pour les finances publiques, difficile pour celui qui est en situation de chômage, et pour l'ensemble des intervenants de pouvoir aider. Donc il y a aussi ce temps de pouvoir agir aussi vite que possible, le mieux possible, mais c'est pour ça qu'il y a cette dimension complémentaire qui est celle de travailler en partenariat, notamment avec des gens comme vous, dont c'est le métier, de pouvoir aider des outils développés par la politique de l'emploi pour être le plus adaptés possible aux besoins des jeunes. Je voulais juste rebondir un peu sur la première intervention. Je suis tout à fait d'accord avec vous, et vous le dites très très bien, beaucoup mieux que moi d'ailleurs. C'est vrai, donc le microchasse, c'est vraiment le point d'arrivée d'un processus qui a commencé bien loin, qui a des multiples raisons et causes. J'en ai parlé, on ne va pas se limiter uniquement aux facteurs socio-économiques, mais ça joue un rôle important, parce que comme vous le dites, un élève qui a des problèmes déjà en primaire, il aura peut-être un certain accompagnement si il a une famille qui le soutient, il aura un autre type d'accompagnement, voire zéro, dans une autre type de famille. Mais au-delà de ça, c'est clair qu'il y a peut-être aussi un problème au niveau du système éducatif. Et quel est le but de nos systèmes éducatifs? Est-ce que nos systèmes visent le succès de tout le monde, ou est-ce que ce sont des systèmes qui visent quand même une sélection? Moi, je pense qu'il faut quand même se poser aussi cette question. Vous avez évoqué des moments les difficultés dans les moments de transition, par exemple, du pré-primaire au primaire, le moment où on commence avec des évolutions normatives. Est-ce qu'il faut des évaluations normatives? Est-ce qu'il ne faut pas d'autres types d'évaluation? Est-ce qu'il ne faut pas d'autres types de pédagogie? Est-ce qu'il ne faut pas repenser un peu le rôle aussi des enseignants et leur donner aussi les outils, la capacité de pouvoir détecter tout de suite les signaux et pouvoir intervenir, toujours en coopération avec d'autres intervenants. Voilà, ça c'est la question que je me pose. Enfin, je n'ai pas de réponse. C'est une très bonne question et je vous remercie de l'avoir posée. Moi, j'avais une question un peu polémique. Toujours dans la notion du temps, la garantie jeune demande à ce que les
que les jeunes il y ait une proposition qui leur soit faite dans les 4 mois. Mon expérience de chef d'établissement, de CPE, d'enseignante, me montre que pour les plus jeunes, parfois, ils ont besoin d'un temps sans rien pour faire l'expérience justement du rien, pour comprendre qu'ils ont besoin de faire quelque chose. Il leur faut avoir fait cette expérience à un moment donné, de ne plus, se lever, puis de se dire mais finalement ça m'apporte quoi d'être là sur mon lit, souvent à fumer des substances un peu, voilà, ou à jouer de la guitare, puis au bout d'un moment ils n'ont même plus envie de jouer de la guitare, et puis ils n'ont plus d'argent pour aller s'acheter des substances, et puis là d'un coup ils sont prêts. Ils sont prêts à rebondir, ils sont prêts et ils veulent tout de suite, là maintenant il faudrait qu'on leur trouve la solution. Voilà, je vous soumets. Oui, je suis tout à fait d'accord. Et on voit, il y a des études, par exemple, qui ont été menées sur les micros. Alors, je recommence. Oui, alors, je veux dire que je suis tout à fait d'accord. Et il y a effectivement des études aussi qui ont été menées, par exemple, sur les écoles de la deuxième chance, qui montrent effectivement que les gens qui choisissent de se réengager dans la formation, c'est donc des ex-décrocheurs, qui à un moment donné se sont rendus compte qu'ils n'avaient rien, qu'ils ont quand même eu besoin de ce temps de maturation et qui donc ont pu choisir après de revenir et qui apprécient aussi la différence, la différence dans les méthodes, dans les approches qui sont pratiquées dans ces écoles de la deuxième chance par rapport aux écoles où ils ont échoué. Mais c'est vrai, il y en a qui arrivent à rentrer, mais il y en a qui se perdent aussi. Et donc voilà, il y a quand même un risque. Dans ce vide, il y a toujours un risque d'en perdre quelques-uns. Et c'est là que je pense qu'il faut quand même un rôle actif. Il y a certains pays, effectivement, qui ont... donc je parlais tout à l'heure de chiffres. Donc il y a des pays où il y a effectivement un monitorage continu. Donc d'année en année, on sait combien d'élèves ont quitté l'école sans avoir terminé l'obligation scolaire, sans avoir décroché un diplôme. Et donc, voilà, les listes sont à la disposition des services compétents qui vont s'activer pour aller chercher, proposer un entretien, etc. Donc, il y a des pays où ça se fait, ça commence à se faire, mais ce n'est pas partout. C'est pas partout que ça se passe. Et il faut quand même avoir ce monitorage continu, parce que sinon, on ne sait pas de quoi on parle, en fait, et quelles sont les problématiques à adresser. Voilà. Merci à tous. Ces questions sont éminemment complexes. On n'en aura pas fait le tour. On aura ébauché quelques questions. On remercie nos collègues de Bruxelles d'être venus jusqu'à nous. Je constate que nos débats nationaux intéressent y compris nos collègues de tous les pays et nations représentés. J'en suis ravi. Comme l'a dit Suzanne et Dominique précédemment, il s'agit d'un dialogue et donc finalement d'un échange de questions-réponses. Je n'ai pas de déclaration entre guillemets liminaire à vous faire, dans le sens où la ministre s'est exprimée par la voie de cette vidéo que nous avons visionnée tous ensemble, et que c'est elle qui, en quelque sorte, donne la tonalité, j'allais dire le « là », de nos discussions à venir. Juste un point, j'ai entendu, bien évidemment, lorsque nous avons commencé un échange de ce type avant-hier, j'ai entendu vos préoccupations, bien évidemment. Sachez que, et ce n'est pas de la démagogie, je les partage, dans le sens où je pense que l'orientation scolaire en France a vécu une période difficile que je situerai dans ces 10 dernières années. Elle a connu une période difficile parce qu'elle a été d'une certaine un peu la victime expiatoire de décisions politiques qui relevaient davantage de l'économie et de la gestion. Pour les collègues français ici, je parlerai de l'OLF, je parlerai de RGPP,
Alors, je laisse les interprètes s'amuser avec la traduction de ces deux acronymes. LOLF, ça veut dire Loi d'orientation des lois de finances. Et RGPP, ça signifie Révision générale des politiques publiques. Ces deux dispositions, dans les dernières années, se sont traduites notamment à l'éducation nationale, par des réductions drastiques d'effectifs de fonctionnaires et de moyens attribués à tout un tas de dispositifs, et notamment l'orientation. Voilà, donc ce préalable étant passé, Oui. les questions sont dans la salle, et je crois que M. Guichard est le premier, et Madame, là-haut, la deuxième intervenante. Non, Monsieur Bélier, je suis donc Jean Guichard. Je suis désolé, mais je ne vais pas vous poser une question, mais je souhaiterais réagir et poser une question à Monsieur Lebrun. Et donc je lui passerai le micro par la suite. Parce qu'il m'a semblé, j'ai lu récemment le rapport que l'Organisation internationale du travail venait de publier sur l'emploi des jeunes dans le monde, la situation de l'emploi des jeunes dans le monde. Et j'aimerais connaître le point de vue de la Commission sur ce rapport, parce que j'ai eu l'impression que la perspective que développait ce rapport était radicalement différente de celle que vous venez d'exposer. En effet, le rapport, d'après ce que j'ai lu, tel que je l'ai compris, souligne l'existence au niveau mondial d'une très forte surqualification des jeunes par rapport aux emplois, aux caractéristiques des emplois qui leur sont offerts. Il montre, ce rapport, que les jeunes se voient de plus en plus souvent offerts des emplois qualifiés, dans le rapport en question, non standards, que le travail indécent ne se réduit pas. C'est le terme employé par l'Organisation internationale du travail. Si je me souviens bien, le chiffre de 2006 des effectifs de travail qualifiés indécents par l'Organisation internationale du travail était de 1,6 milliard emplois jugés indécents dans le monde. 1,6 milliard emplois massivement occupés par des jeunes. Donc, j'ai eu l'impression que vous disiez, mais peut-être que je me trompe, que le chômage des jeunes, la difficulté de la transition vers l'emploi des jeunes était un problème de qualification individuelle, que c'était fondamentalement là qu'il fallait... C'est ce que j'ai entendu, peut-être que je me trompe, mais voilà. Alors que l'Organisation internationale du travail dit dans son rapport, tel que je l'ai compris encore, mais peut-être que je ne l'ai pas bien compris, que fondamentalement, le problème qui se pose est un problème d'organisation mondiale du travail et de distribution des emplois au niveau du monde. Donc, finalement, j'ai eu l'impression que quelqu'un qui adhérerait aux idées développées par le dernier rapport, donc le rapport de cette année sur le travail des jeunes dans le monde, du bureau de l'Organisation internationale du travail, dirait ce que nous propose la Commission, c'est un peu une tisane alors qu'il y a un cancer général, quoi. Voilà. Je ne suis pas naturopathe par profession, mais je crois qu'il y a des éléments différents, si je puis me permettre. La première chose, je disais tout à l'heure, il existe, en tout cas, et on le constate, qu'il y a des déséquilibres entre l'offre et la demande d'emploi, au niveau notamment sectoriel. Et qu'on voit qu'il y a de plus grandes difficultés, notamment pour les employeurs, d'avoir du personnel qualifié dans quasiment tous les secteurs. Et j'ai dit, il y a peut-être là un enjeu en termes quantitatifs et qualitatifs des systèmes de formation. J'ai précisé après, mais il y a d'autres facteurs, tels que l'attractivité d'un secteur et les conditions de travail du secteur, qui permettent d'expliquer ces déséquilibres. Ce qui est, je crois, déjà en soi un élément intéressant qui mérite réflexion. Dans beaucoup de cas, les phénomènes de pénurie d'emploi ne sont pas dus uniquement à des problèmes du monde éducatif, mais sont dus à la question même du secteur, de son image de marque. Ce qui d'ailleurs permet dans certains pays de développer des pratiques intéressantes où des représentants de secteur viennent présenter les métiers de leur secteur aux jeunes pour leur permettre de dire attention, c'est un métier qui en vaut la peine. Et on constate aussi qu'il y a
une série de difficultés parfois à remplir des métiers dans de plus, entre guillemets, basses compétences. De nouveau liées en grande partie aux conditions de travail. Alors, le travail indécent est un tout autre débat. Je ne suis pas sûr de mémoire que dans le rapport du Bureau international du travail, le travail indécent soit très nombreux au niveau européen. Sur les 220 millions de travailleurs qui sont en Europe, je ne crois pas que c'est eux qui forment le 1,6 milliard dont vous avez parlé tout à l'heure. Par contre, c'est un enjeu qui est très important. C'est un enjeu avec lequel nous essayons aussi de coopérer avec les États membres pour essayer de faire en sorte, notamment dans les échanges commerciaux ou autres, qu'il puisse y avoir des éléments qui soient liés aux conditions sociales, avec toute la difficulté au niveau international de ces questions, puisqu'on tombe là dans des limites par rapport à l'Organisation mondiale du commerce ou autre. Mais il faut savoir que l'Union européenne est un des blocs régionaux le plus actif au niveau du Bureau international du travail. Je donnerai par contre un exemple qui est intéressant pour nous, où malgré tout ça nous intéresse, c'est la dernière convention du BIT qui concerne le travail domestique. Ça s'adresse en partie à nous aussi, où malheureusement parfois dans nos pays européens, il y a encore des situations d'esclavagisme face aux travailleurs domestiques que certains ménages peuvent avoir. Mais ça, c'est une petite parenthèse. Donc je ne crois pas qu'il y a de contradiction, mais il est clair aussi, et d'autres études et tout le monde, qu'on a un besoin important en termes de qualification future. Nous avons un monde économique dans lequel nous ne sommes plus face à une production de masse en Europe, mais une production spécialisée qui demande des gens qui ont cette capacité à développer des systèmes, je dirais, nouveaux, la recherche et développement. Donc on est dans une approche, je crois, fondamentalement différente, on doit s'inscrire dans cette mondialisation, et celle-là nécessite, je crois, des qualifications qui sont autres que celles que nous connaissions hier. Merci. Un rappel du temps, tout simplement. Vous Vaste avez pu tous voir que nous avons un agenda très dense aujourd'hui. Et je n'aimerais pas il ne faudrait pas prendre de retard si on veut pouvoir aller jusqu'à la fin et terminer dans les horaires prévus. Donc peut-être 2 questions maintenant à Monsieur Bélier avant la pause. Merci. Oui. Une question à Monsieur Bélier, donc, que je remercie d'avoir abordé l'importance des processus psychologiques et sociaux à l'adolescence. À mon sens, ça plaide à la fois pour le renforcement du travail psychologique mené par les conseillers d'orientation psychologue justement dans les équipes en amont, dans les établissements scolaires et dans les CIO. Donc ma première question portera sur la conscience réelle au niveau ministériel de l'importance de cette qualification. Je fais référence ici à des dernières informations qui nous ont été données qui laisserait penser que finalement peut-être le ministère ne serait pas complètement convaincu qu'il est nécessaire de conserver cette qualification de psychologue. La deuxième remarque, la deuxième interrogation, c'est la manière dont on traduit en France les recommandations européennes, que je qualifierais quand même d'un petit peu aveugle. La Commission européenne, il y a quand même assez longtemps, dans les années 2000, a critiqué l'apport de la psychologie réduite à la psychotechnique, comme utilisant des tests et donc considérant les individus comme un ensemble d'aptitudes et ayant une vision figée. Et donc a incité à ce que l'orientation devienne une tâche partagée dont les enseignants, mais plus largement les partenaires, pourraient se saisir. Et aujourd'hui, on a un petit peu le sentiment quand même, en tout cas dans le monde éducatif et dans l'éducation nationale en particulier, et ça touche le décrochage aussi, que l'orientation devient un champ ouvert et que ce champ ouvert, finalement, n'a plus beaucoup de repères. On voit proliférer différents intervenants et on voit même revenir des outils. D'ailleurs, M. Lebrun en a parlé à l'instant. Une prolifération d'outils qui, à mon sens, pose 4 types de problèmes. Un problème de validation, puisque ces outils sont un petit peu, je dirais, bricolés, sans aucune validation scientifique. Un problème de finalité, qu'est-ce qu'on veut en faire, qu'est-ce qu'on poursuit comme objectif avec ces outils.
un problème de qualification des personnes qui les utilisent, et enfin un problème de déontologie. Donc, quelle est la position de M. Bélier, puisqu'ici il a bien dit qu'il ne représentait pas le ministère, et quelles mesures éventuellement on pourrait envisager de suggérer au ministère dans le contexte actuel où quand même le partenariat, notamment avec les associations, est quand même quelque chose d'extrêmement valorisé. Je reconnais bien là les positions qu'incarne avec justesse, pour beaucoup d'entre elles, Catherine Remermier. Je la remercie de cette question, tout en disant que ma position est un peu paradoxale, dans le sens où mon avis personnel n'a que peu d'importance, de mon point de vue, sauf s'il est effectivement susceptible d'être lié à l'échelon des décideurs. Donc je peux bien m'exprimer sur mon avis personnel, mais avec cette modération évidente. Sur votre première question, je serais tenté de, mais vous le savez un petit peu, de vous rassurer. Nous avons effectivement connu ensemble, nous avons traversé des périodes où la qualification de psychologue adossée au métier de conseiller d'orientation provoquait beaucoup de questionnements, de remous. En général, chez ceux qui on s'appuie sur une expérience personnelle dont ils font une règle générale. On sait très bien que c'est un travers usuel, ou chez ceux qui, pour des raisons liées à, je dirais, une appréhension globale de la technostructure de l'éducation nationale, considèrent qu'il n'y a pas de place pour les incertitudes. Et nous incarnons en quelque sorte, vous le savez bien, chère Catherine, parfois les incertitudes qui ennuient le politique. Je veux vous rassurer parce que je peux vraiment vous dire que malgré tout, avec la nouvelle équipe ministérielle en place, on a des interlocuteurs, alors pas tous, on a des noms en tête, vous et moi, on ne les nommera pas, on ne les dira pas, mais on a des interlocuteurs qui sont quand même ouverts et sensibles à la valeur ajoutée que la qualification de psychologue apporte à la mission et à la prestation de conseil en orientation. Donc, dans les discussions qui vont bientôt être engagées par le ministre et les membres de son cabinet, et qui évoqueront les différents scénarios qui doivent être étudiés dans la perspective, j'allais dire, de reprendre ce dossier en main parce qu'il a été vraiment à l'abandon pendant quelques années. Jamais cette option-là ne sera abordée. Elle a été d'emblée écartée par ceux qui sont, je dirais, les principaux partenaires de la discussion. Alors, là, la question est plus complexe pour moi parce que la traduction des recommandations dans le droit français, effectivement, Monsieur Lebrun parlait du principe de subsidiarité tout à l'heure. Non, c'est peut-être Madame Canoni, je crois. Bon, oui, effectivement, ces traductions-là sont légales, c'est la loi, hein, et en même temps, elles sont bien évidemment à toujours lire entre les lignes. À toujours lire entre les lignes. Vous savez que il m'est arrivé de collaborer avec des ministres qui avaient une formule « tout ce qui n'est pas interdit reste autorisé ». Et c'est comme ça que dans des transcriptions de directives, les États membres se débrouillent toujours pour laisser un petit espace vacant, une interstice,
qui va permettre finalement de continuer à défendre des positions qui sont ancrées dans le patrimoine ou inscrites même dans l'ADN national. S'agissant de l'orientation tâches partagées, vaste question. C'est pas un sujet récent. La recommandation, je sais plus si c'est une directive ou une recommandation, je me tourne vers mes partenaires, mais voilà, ils ont une moue voilà, qui illustre mes connaissances du sujet. En tout cas, s'agissant de cette recommandation, postulons que c'est une recommandation sur l'orientation partagée, elle résulte de grandes discussions qui ont une origine quasiment à l'époque de l'Europe des 7. À l'Europe des 7 ou des 9 peut-être, à l'époque notamment où on avait initié, la Commission avait initié, mais à l'instigation de la France, la création d'un programme qui s'appelait le programme Petra, que certains peut-être d'entre vous ont connu. C'est d'ailleurs dans ce cadre de ce programme, et je vais vous raconter une anecdote qui en dit long sur justement cette problématique-là. Dans les discussions, la France intervenait en parlant d'éducation permanente. Et les interprètes avaient toujours une difficulté à traduire en quelque sorte dans les langues de la Commission, et notamment en anglais, le concept d'éducation permanente qui était cher à la France depuis la loi dite loi Delors de 71. Et alors, un jour, des interprètes se sont accordés sur une formule qui est celle de long life learning. Et donc, petit à petit, au sein de la Commission, le concept de long life learning a émergé pour exprimer la conviction française de la nécessité d'instaurer un principe d'éducation permanente. Et puis, au fur et à mesure, les interprètes ont changé, les membres qui participaient aux travaux ont également été relevés par d'autres, et il a fallu traduire le terme long life learning en français. Et la traduction littérale, en quelque sorte, de long life learning, c'est éducation tout au long de la vie. Et ensuite, il y a beaucoup de gens qui ont fait des thèses pour expliquer la différence conceptuelle entre la notion d'éducation permanente et la notion d'éducation tout au long de la vie. Voilà. Si je cite cette anecdote, qui est quand même assez savoureuse, parce qu'il se trouve que moi j'ai participé, j'ai vu l'évolution la mutation en quelque sorte du langage employé, c'est que s'agissant de l'orientation tâches partagées, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire qu'on surfe en quelque sorte sur des vagues conceptuelles qui sont pas du tout appréhendées de la même manière, qu'on soit au Danemark, en Hongrie, en Belgique ou en France. Le concept d'orientation, enfin la logique ou le concept, on va dire, ou la notion d'orientation chez nos amis belges, qui sont quand même très proches de nous, ou chez nos amis suisses, ne recouvre pas exactement la même connotation qu'en France. Et sur l'orientation partagée, c'est la même chose. Et donc, pour conclure là-dessus, oui, c'est un champ ouvert parce que dans l'orientation, il y a l'affectation, il y a l'information, il y a des tas de sujets. Alors, bien évidemment que le conseil en orientation, lui, est un conseil qui nécessite une qualification particulière parce qu'elle fait appel à des mécanismes qui relèvent pour beaucoup de la psychologie. En revanche, s'agissant de l'information, on peut bien évidemment se poser la question de savoir si elle ne peut pas être partagée, si la mission d'information ne peut pas être partagée. Aujourd'hui, que font les jeunes ? Les informations, est-ce qu'ils les recueillent pour l'essentiel au CIO ou auprès de leurs profs ? C'est ni là, enfin, c'est un peu là, un peu ici, un peu là-bas, et puis beaucoup sur le net.
avec d'ailleurs les mauvaises informations qui sont parfois diffusées sur le net. Nous, notre boulot, ça va être, pardonnez-moi de m'associer, mais notre boulot, ça va être justement d'outiller les uns et les autres pour être pertinents dans le tri et la hiérarchisation des informations. On n'est pas là, nous ne pouvons plus, comme c'était le cas, pas naguère, jadis, nous ne pouvons plus être les seuls à diffuser une information. Parce que l'information, elle est en push, comme on dit. Elle nous arrive à la figure par une multiplicité de canaux. Donc, champ ouvert, oui, mais spécificité de l'action du conseiller d'orientation psychologue envers le public et peut-être envers ses partenaires. On a évoqué la présence et l'importance des liens fonctionnels avec les partenaires de l'orientation. Moi, je fais partie de ceux qui sont persuadés que le conseiller d'orientation psychologue, il devrait être, alors là je parle à titre personnel, même si ce sont des messages que je fais passer, il devrait être un conseiller technique du chef d'établissement pour l'aider, pour l'accompagner dans, alors certes, administrativement l'élaboration du volet orientation du projet d'établissement, mais plus que ça, pour être vraiment la pierre angulaire du dispositif du parcours de l'élève au sein de l'établissement. Voilà, c'est certainement autour de ça que des discussions se porteront. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question, mais on continuera après.